Good morning, everyone, and good Bonjour à afternoon, good tous evening for those who et are joining us from à tous different ceux qui parts nous of the rejoignent. Mon world. nom est My name is Carolina Carolina Caron. Carona. I'm an Travaille associate scientist au at Johns département Hopkins University in population the de Johns Predictive Hopkins Population et aujourd'hui, je vais Production être la Chapter. modératrice de Today, ce I'm going to be the séminaire moderator, qui and we regarde are that la- looking at the le population problème de la trends in population en different Afrique cities in Africa. subsaharienne. This webinar is part of the Demographic Donc, Agenda and Luminary nous, series that is being hosted by the Bates Institute at juste Johns avant Hopkins que nous University. commencions, Our nous poster of définissons discussion le research dividende is the démographique American comme Adaptive étant Dividend, la croissance calculated qui est from un age résultat and du according to changement de la individual structure de la demography population, and étant economic donné factors des given investissements by specific stratégiques en investment santé, en éducation education et en and gouvernance. economic Aujourd'hui, policy nous avons le grand topics. plaisir d'avoir Today trois we have grands the orateurs, pleasure of having Dr. three great Priscilla, speakers, Dr. Dr. Michelle, Rabutata et Dr. Purvachadov, and Dr. Dr. Alan Allen. Donc, Kabageni. je vais commencer en So partageant let me just start le by fait sharing que nous that allons vous today fournir we're de going to be l'interprétation offering vers le français. interpretation Donc, from vous pouvez English to Dutch, préférer so you can choose donc your une autre preferred option. option sur le Zoom. On Zoom Voici account. ce à quoi ressemble This is a votre picture Zoom of de how the votre Zoom will côté. look like on your end. Si vous regardez en bas de votre écran, vous verrez un And if you petit look at the bottom of the globe screen, où il est you will marqué see a button that interprétation. has Vous like a cliquez close and dessus it says et interpretation. ensuite vous pourrez You can click on it choisir and then la you'll be langue de able to votre choix, choose que it ce at soit the l'anglais bottom ou le from français. either English or French. Voilà, je vais présenter nos Let me now panélistes. introduce our two Aujourd'hui, panelists. We nous, have nous Dr. avons Gabby Dr. Idel. Priscilla Hidel. Elle est We have responsable Dr. Priscilla de Idel, who is la the chief branche of population et investigation and développement development à scientist at the United Nations l'UNFPA. Population Fund. Elle sera She's présentée going to par be le introduced Dr. by Alan Dr. Kabayani, Alan qui est Kabageni, un who is conférencier associate au lecturer in the département des Department études of de Population population Studies, au the School of Collège Statistics and Business Planning et of Management Science UNFPA, de and an l'Université ethnologist at Makerere. Makerere Et puis University. ensuite, nous And entendrons finally, we're des going to listen to some remarques closing de Dr. remarks Apoorva Jadhav, from qui Dr. est Apurva Chadha, démographe et who is statisticienne currently au Bureau officer de in la santé statistician mondiale, at the Bureau of du Global Bureau, Health, Bureau Diversity, de la Population and population et de Reproductive la santé reproductive Pathology and Evaluation à and Communication Division at the l'USAID. US Agency for Sans International plus Development. attendre, je vais passer la So without parole further ado, let à me hand it Hélène over to Dr. Alan Kabagani Kabageni, qui va who's going to be présenter starting le docteur the Priscilla interview with Idel. Dr. Priscilla Idel. Hélène, la parole Alan, est à the vous. floor is yours. Awesome. Merci, Thank you very merci much, beaucoup, Carolina. Carolina. I hope our audience J'espère are going to que listen tout le well. monde peut Good nous morning, good écouter. afternoon, and Bonjour good ou evening, ou everybody. bonsoir où que vous soyez. Thank you so Je much, vous Priscilla, for remercie et having j'aimerais remercier Priscilla pour avoir accepté de faire And partie I de want to ceci. start off Et by j'aimerais asking commencer the en first question. posant donc une question pour vous, What has Priscilla. Quelles changed sont les tendances post-pandemics aujourd'hui and its future? dans les dynamiques et la For structure the de la African population, continent. surtout pour le continent africain? Kindly unmute. Voilà. Thank you. Thank you. You Merci, guys hear j'espère que me? vous m'entendez correctement. Thank you, Alan and Merci, Allen, et merci, Carolina, for this very pour ce interesting sujet topic très today. intéressant And pour I aujourd'hui. think we Et all je know pense the que nous savons importance of tous l'importance population des issues. So problématiques de before going démographie. to Avant sub-Saharan d'entrer dans le Africa, détail allow de me just to l'Afrique say a little subsaharienne, j'aimerais bit juste about the parler world de la population. population We know that the mondiale world d'abord. Nous population is about savons 8 que billion nous people sommes 8 today, milliards and depuis it is 2022 et projected nous to allons grow by continuer another à 2 billion augmenter every about de 2 10 to milliards et 12 nous years allons in about 60 arriver years. d'ici 60 ans à So, 10,4 however, milliards. we also know Néanmoins, nous devrions that noter global aussi que les trends tendances versus mondiales notable differences font between des different regions, tendances, as you can comme vous see on pouvez that le chart. voir There is partout. a growing Donc, number il of y a de countries plus en where plus de pays où fertility les niveaux levels de are at fertilité or below the sont replacement level, and that will au taux de fuel remplacement ou more en dessous negative de population growth. And remplacement. Et about donc, il y a two-thirds of the une world croissance population négative. lives in Deux countries tiers with de a la per capita population fertility rate at ont or un below 2.1, which taux is de considered the replacement remplacement de level of 2,1 qui est fertility. censé être le taux de So remplacement de Africa, la fertilité. Donc, as comme you vous can pouvez le see on voir, that chart, is the l'Afrique est le continent with the continent highest avec global la plus population grande growth. Out croissance of the projetée de la 90 billion population. people that Sur will le be added prochain to the world milliard de population, personnes qui more seront than half ajoutées à la will be population, African. plus de And la between moitié seront des Africains. 2022 Et and entre 2050, 2022 et the population of 2050, sub-Saharan Africa is 50, la expected to population de almost l'Afrique double, surpassing subsaharienne 2 est billion people censée by se the late doubler en 2040s. d'ici Beyond la fin des années 2050, 2040. Africa is Au-delà the de only 2060, world region l'Afrique which will sera la continue to seule grow région qui as the continuera à se line développer. continue to go up. So
la plupart des pays africains vont continuer d'avoir une grande fertilité et une population très jeune, même si la fertilité a diminué en Afrique subsaharienne au cours des dernières décennies, elle continue à rester bien au-delà de 4 enfants par femme. Et il y a eu peu de changes dans la pyramide démographique entre 1994 et 2024. Les enfants continuent à représenter le plus grand groupe démographique avec la moitié de la population qui est en dessous de 18 ans. Ça veut dire que dans la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, les élèves en école primaire, école secondaire se développent beaucoup plus rapidement que dans les pays riches, que dans qu'ailleurs. Donc, pour pouvoir arriver à cette éducation, les objectifs sont plus difficiles. La distribution actuelle implique aussi que le fardeau du dividende démographique reste très élevé. Donc, c'est près de 55 ans et ce n'est pas vraiment important. Enfin, ce n'est pas facile si nous n'avons pas suffisamment de personnes pour travailler. Donc, le déclin dans le ratio de la dépendance est important pour bénéficier de ce dividende démographique. L'Afrique subsaharienne va entrer dans une fenêtre démographique positive d'ici le milieu du euh, siècle quand cette population parviendra sur le marché du travail. Donc, la fertilité va continuer à décliner. Et si la fertilité diminue plus rapidement avec des investissements et le planning familial, donc ceci va accélérer. Mais dans le même temps, nous devons reconnaître que la population de beaucoup de pays africains vieillit aussi rapidement, même si la part totale des jeunes dans la plupart des est plus importante que dans le reste du monde. Cela veut dire que c'est important pour les pays africains de faire plus attention aux populations qui vieillissent de manière à se préparer bien à temps et ne pas attendre que le problème se produise et puis commencer à réagir. Alan? Très bien. Merci beaucoup pour nous avoir permis de démarrer et nous avoir permis de regarder ceci. Vous avez soulevé le besoin pour ces populations en Afrique, pour ce qui est reconnaissant dans les populations qui augmentent. Donc, nous allons voir les déclins projetés pour la fertilité en regardant donc les dividendes démographiques. L'autre question que nous aimerions savoir, c'est comment est-ce que vous pouvez tirer avantage de ceci pour parvenir aux dividendes démographiques. Merci, Alain. Encore une fois, c'est une question très importante. Les conditions pour le dividende démocratique sont créées par la transition démographique. Comme je l'ai mentionné précédemment, si nous avons une population qui travaille, qui est grande, nous pouvons bénéficier de cette structure de la pyramide d'âge. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir de plus en plus de personnes qui arrivent en âge de travailler. S'ils entrent en âge de travailler sans le travail, qu'est-ce que nous allons faire d'eux? Donc, ça veut dire que c'est essentiel qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient éduqués et qu'ils aient les les bonnes compétences pour trouver du travail productif et décent. Donc, tout ceci doit aller en tandem ensemble, d'où la réalisation du dividende démographique qui n'est pas un processus automatique et cela demande des politiques délibérées. Nous avons des pays qui ont réalisé ce dividende démocratique positif, mais il y a des pays qui n'ont pas réussi à le faire. Donc, pour harnacher ce dividende démographique, il faudra plus d'investissements, pas juste réduire la taille des familles et le planning familial, mais il faudra aussi des investissements en santé et en éducation parce que
Une nation en bonne santé est une bonne nation. Donc, comme je l'ai dit, les marchés du travail doivent être ajoutés par des investissements dans l'économie réelle qui répond à ceci. Nous devons aussi noter que les conditions qui doivent être mises en place pour ceci doivent donc, si je prends ma propre expérience, quand je grandissais, ce qui m'a propulsé au niveau d'aujourd'hui, c'est le soutien de ma propre famille et particulièrement mon père et ma mère pour qui l'éducation avait beaucoup de valeur. En tant qu'adolescente, à l'époque, j'ai eu le privilège d'avoir ce soutien, ce qui n'était pas quelque chose de commun dans les années où je grandissais il y a 50 ou 60 ans. Vous pouvez maintenant deviner l'âge que j'ai. Aujourd'hui, 2 millions de filles deviennent des mères adolescentes et beaucoup sont mariées aussi pour mariées. Elles ne peuvent pas compléter leur éducation, participer dans l'économie, gagner un revenu indépendant et suivre ses rêves. Elles sont dépendantes de leur partenaire. Elles sont susceptibles à être victimes de violences et elles ont une vie d'attente diminuée. Ce que je veux dire, c'est que le développement de capital humain doit fondamentalement commencer avec la mère en devenir, ce qui affecte aussi le développement cognitif des nouveau-nés et des enfants au fur et à mesure ils grandissent et deviennent des mères elles-mêmes. Donc, cela dépend des droits et de la santé sexuelle et reproductive. L'accès à ces services contribue à la santé et au bien-être. Donc, un individu en bonne santé sera mieux positionné pour participer activement dans l'éducation, dans le travail et dans d'autres aspects de la vie. Donc, ceci est donc très lié à l'égalité de genre. Quand les individus, peu importe le genre, ont le droit d'avoir un choix sur leurs droits reproductifs, cela promeut des améliorations dans l'éducation et dans le travail. Donc aujourd'hui, il faut des efforts délibérés pour éduquer et automobiliser les jeunes et particulièrement les filles et les femmes. C'est seulement à travers une politique tout au long de la vie et des investissements tout au fond de la vie que ce dividende démographique peut être obtenu. Alan? Merci Priscilla. Il semble que la connexion d'Alan est peut-être instable. Je vais devoir donc vous poser moi-même les questions ensuite. Donc, je suis donc inquiet concernant euh, donc vous avez un sujet important en termes de dynamique de population. Oui, Carolina, je vais commencer en disant que pour chaque problématique, inquiétude ou challenge quand on le regarde de l'autre côté. Généralement, cela ouvre une opportunité sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Bien entendu, il y a des inquiétudes qui sont associées avec le mariage des jeunes. Si le continent africain ne se prépare pas bien à l'avance, et cette préparation veut dire qu'ils doivent anticiper certaines situations, ils doivent prendre des mesures préventives et ils doivent avoir donc des mécanismes de réponse appropriés en place et être préparés pour toutes les éventualités. La perspective pour les pays d'Afrique subsaharienne pour harnacher le dividende démocratique dépend de la manière dont ils répondent à ces problématiques dans les domaines clés qui ont le potentiel pour atteindre ce dividende. Par exemple, un domaine clé, c'est l'éducation et le développement des compétences. Ceci peut se faire par l'instruction de l'éducation, un grand déficit dans le nombre d'enseignants d'ici 2030 et beaucoup d'autres facteurs. Et donc, cela résulte dans de, de mauvais apprentissage. 9
donc enfants sur 10 ne sont pas capables de lire un texte de base d'ici l'âge de 10 ans. Il y a aussi des inquiétudes concernant la santé et le bien-être. J'ai mentionné qu'une mesure saine, en dépit des progrès dans les apprentissages en Afrique subsaharienne, il y a toujours la mortalité la plus répandue dans le monde. Donc, c'est presque le double de la réponse moyenne. Une jeune femme de 15 ans en Afrique subsaharienne donc, fait face au plus grand taux de grossesse non voulue et le plus grand risque de décéder. Donc, il y a des pratiques négatives qui continuent comme la mutilation génitale féminine et le mariage des jeunes femmes. Je n'oublie pas ici que l'accès aux emplois reste un problème. Les économies en Afrique subsaharienne sont dominées par le secteur informel et plus de la moitié des jeunes qui entrent sur le marché du travail ne vont pas pouvoir trouver un travail productif dans l'économie formelle. Ils vont se retrouver avec des emplois dans l'économie informelle et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pauvreté de travailleurs, même si ces travailleurs travaillent parce qu'ils ne sont pas dans des emplois décents et productifs. Nous savons aussi qu'il y a d'autres tendances pour le dividende démographique. Il a besoin d'investissement et beaucoup de pays, aujourd'hui, les pays les plus pauvres ont une charge de dette qui est non durable. Beaucoup vont avoir besoin d'avoir d'aide pour leurs dettes ou ils feront défaut au paiement de leurs dettes. Donc, il va devoir aussi, il y a aussi des hostilités qui vont intervenir avec le développement économique et social. En dernier, nous avons un continent qui rencontre beaucoup de crises climatiques et de conflits. Et ces problématiques de crise alimentaire amènent à un état de sécurité alimentaire quasi permanent en mettant au défi le développement qui est en place. Les problématiques de climat ont aussi mis en retard beaucoup de pays sur le continent africain. Beaucoup de pays africains doivent aussi faire face à de l'instabilité politique. Donc, quand vous combinez tout ceci avec le conflit et la crise climatique, ceci entraîne une rupture massive dans la vie de beaucoup de personnes, dont des déplacements de population, avec plus de 30 millions de personnes qui sont déplacées en Afrique subsaharienne. C'est le plus grand nombre. Donc, en termes très clairs, nous avons une situation aujourd'hui qui a beaucoup de risques d'inverser le développement que nous avons vu dans beaucoup de pays du continent. Et si nous ne gérons pas correctement cette situation, ce que nous allons avoir, c'est une pauvreté et des inégalités qui augmentent, des problèmes de catastrophes naturelles et causées par l'homme, de l'insécurité alimentaire et encore plus de migration pour quitter des situations volatiles. Mais tout n'est pas négatif et je ne veux pas terminer sur le négatif parce que, comme je l'ai dit précédemment, tout défi entraîne une opportunité et nous avons une opportunité en Afrique subsaharienne qui est très réelle, qui doit être amenée à un dividende démographique. Nous pensons que l'Afrique subsaharienne a un rôle pour permettre à leur population d'atteindre leur prochaine étape de développement durable. Et ce n'est probablement pas nouveau pour ceux qui travaillent dans ce webinaire, mais afin que vous puissiez parvenir à ceci, les gouvernements doivent créer des conditions pour avoir donc de la santé, l'éducation, du travail décent, la paix et la sécurité aussi, parce que je pense que
Ce sont dans les jeunes auxquels nous devons avoir de la confiance et doit de leur donner l'opportunité de savoir quand ils vont se marier, commencer une famille. Et je pense que des événements comme ce webinaire sont critiques pour soulever ces problématiques. Donc, quand on parle de défis, on devrait toujours parler des opportunités également. Je ne veux pas oublier donc cette division qui est une réalité également, mais nous devons continuer à y répondre. Mais je suis très optimiste pour reconnaître ce qui se passe pour l'instant au sein de la jeunesse de l'Afrique subsaharienne qui s'ouvre au potentiel numérique. Et c'est là où le gouvernement doit vraiment s'occuper des infrastructures dans la région dans ce sens. Merci beaucoup de parcourir tout ceci avec nous. Et j'aimerais aussi encourager mes participants, veuillez envoyer les questions à la fin de ce webinaire. Une dernière question, Priscilla. Nous aimerions savoir quels sont les programmes et les innovations auprès de l'UNFFPA qui sont les différents efforts pour harnacher ce dividende démographique en Afrique subsaharienne. J'espérerais que vous poseriez cette question, Alan. Comme vous le savez, nous sommes vraiment concernés par les données et l'innovation. Nous organisons notre travail autour de 3 piliers. Et voilà, je vais vous les montrer et je vais vous parcourir certains de notre travail le plus important. Le pilier le plus important génère des informations de qualité pour informer ce qu'on fait, parce qu'au sein de l'UNFPA, nous essayons d'ancrer notre travail là-dessus, parce que nous sommes vraiment convaincus que tout le monde compte. Donc, nous offrons un leadership technique pour l'innovation, pour mettre en place des recensements nationaux et des systèmes de statistiques vitaux modernisés pour les foyers et les autres données de systèmes administratifs, comme les systèmes de gestion de la santé, par exemple. Et tout ceci est quelque chose que nous avons pu mettre en place avec des innovations dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, de technologies modernes, afin de faciliter la production et l'analyse rapide des données collectées. L'UNFPA soutient aussi la génération de données de statistiques de population pour la réponse. Donc, c'est très important dans les échanges de données sur les foyers. Nous renforçons aussi la disponibilité des données pour avoir des investissements avec plus d'impact dans l'action de développement durable et en cas de crise. Et en faisant ceci, UNFPA permet de s'appuyer sur le dividende des données. Nous parlons du dividende démographique, mais nous avons aussi un dividende en termes de données. Notre deuxième pilier de travail prend ces données et les rend plus utiles dans leur format. Nous comptons tout le monde et ça c'est important, mais nous nous assurons que ces chiffres se traduisent en action à travers des programmes ou des politiques. À l'UNFPA, nous continuons à développer et optimiser des systèmes d'analyse de données, d'utilisation de données et nous les disséminons globalement. Nous faisons aussi attention aux plus grands standards d'aspect privé. Donc, nous avons une manière de disséminer ceci, ainsi que des données sur la population et d'autres sources. Par exemple, les données qui servent pour les droits et la santé sexuelle et reproductive nous donnent une vision sur la capacité des femmes d'accéder
à ces services de santé. Nous avons le changement climatique et les données sur les risques d'inondation avec l'endroit et les nombres de population, ce qui permet de voir les gens qui sont en danger et ça aide à la préparation et à la résilience par rapport au climat. Nous essayons de voir aussi où se trouve l'accès des services et les infrastructures afin qu'ils soient connectés aux populations dans le besoin. Donc, en remplissant les besoins de l'agenda 2030, de laisser personne en arrière. Le troisième veut dire que ces données sauvegardent les droits individuels des personnes, plus particulièrement des femmes. C'est important dans un monde qui est très divers en termes démographiques, comme je l'ai dit précédemment. Donc, nous allons continuer à cette gouvernance avec ceci en assistant à l'analyse des paysages démographiques nationaux et en aidant l'analyse de l'impact des grandes mégatendances et des réalités comme le changement climatique, l'urbanisation, la migration, la technologie et beaucoup d'autres. Nous soutenons les pays pour qu'ils intègrent des données démographiques et les informations dans les plans démographiques et l'UNFPA soutient les gouvernements dans des contextes de fertilité élevés ou pas, en prenant des actions qui permettent aux personnes de bénéficier de ces réalités démographiques pour faire face aux résiliences démographiques. Au sein de chaque pilier, il y a des capacités robustes au niveau d'institutions locales et nationales. Donc, les pays prennent vraiment en main leurs données et ils peuvent avoir un impact sur ceci. Donc, ceci, en dernier, l'UNFPA soutient le dialogue et le positionnement de ceci pour les SDG pour s'assurer que nous avons des agendas et des prises de décisions qui sont importants. Nous faisons aussi beaucoup de travail innovant sur le fait de rendre durables et accessibles nos données qui sont faites à travers notre fonds pour l'innovation. À travers ceci, l'UNFPA utilise les technologies les plus modernes et des idées brillantes pour faire des choses incroyables. Par exemple, ce fonds est très actif en Afrique subsaharienne avec des cliniques mobiles en Namibie ainsi qu'au Congo DR où nous fournissons des sages-femmes. Ce sont des exemples pour s'assurer que nous sommes vraiment ancrés dans notre travail. Nous avons aussi mis en place ce que nous appelons des politiques un fonds thématique pour les populations et les données. À travers ceci, nous donnons aux donateurs la possibilité d'avoir un partenaire avec nous pour assurer un avenir durable à la planète. Plus que 80% de ces fonds vont au pays directement et bien entendu, vous pouvez aussi me contacter pour en savoir davantage, pour savoir qui vous intéresse là-dedans. Merci. Merci beaucoup, Priscilla, pour avoir introduit tout ceci. Donc, il y a quelque chose de très important, parler du dividende de données. En parlant du dividende démocratique, il y a toute une série de problématiques que nous avons, des problématiques qui ont trait avec la technologie et le soutien que vous offrez à différents pays par rapport au plan de développement nationaux. Merci d'avoir parcouru ces trois piliers avec nous au niveau du NFPA et encore une fois de dire à tout le monde que les fonds du dividende de données, que les pays veulent vous contacter. J'espère qu'il y aura plus de questions. J'aimerais demander le docteur Apova qui a déjà été présenté. J'aimerais dire qu'elle a donc démographe et statisticienne au bureau
de la santé mondiale de la population et de l'évaluation des politiques reproductives de l'USAID. Elle va, en ayant écouté ce que Priscilla a dit, elle va donc nous parler. Nous allons vous écouter pour parler donc de ce qui est cette explosion de la jeunesse et la migration. Bonjour, docteur Apova. Merci, Alan et Priscilla. Merci pour ce que vous avez dit. C'était vraiment une conversation intéressante entre vous deux et j'ai vraiment apprécié votre histoire personnelle et votre connexion avec le dividende démographique. C'était très intéressant et j'ai apprécié comment vous avez parlé en parlant des innovations de données de l'UNFPA pour arracher le dividende démocratique. Pas juste le fait de compter que les gens, mais le fait que les gens comptent aussi est très bien compris dans le travail que l'UNFPA fait et USAID fait vraiment, veut vraiment aime beaucoup partager avec ceci, avec le travail que vous faites avec le bureau du recensement et le bureau de tout ce qui est démographique. Planche suivante, s'il vous plaît. L'explosion démographique est le travail pour aujourd'hui. Ce n'est pas juste un livre excellent, mais cela décrit ce nouveau sentiment qui est attaché au changement de population avec des changements démocratiques importants qui viennent des actions et de l'influence des jeunes. Je voulais vraiment souligner ce que les jeunes ont dit depuis le New York Times. Ces histoires ne sont pas seulement les tendances de population en Afrique, mais c'est peut-être aussi nuancé et joyeux pour décrire une renaissance culturelle de tout ce qui est entrepreneurial, la migration dont nous allons parler, et aussi savoir qui se déplace et qui reste. Il y a des exemples du potentiel de la jeunesse dont nous parlons tellement, et c'est rafraîchissant d'avoir cette nuance dans la couverture des médias occidentaux. Donc, je voulais en parler ici parce que c'est la conversation qui se déroule pas juste dans nos cercles, mais aussi en dehors. Planche suivante. Au sein de nos cercles, nous parlons beaucoup de la structure de la population qui va changer au cours du prochain quart de siècle, mais ce dont nous ne parlons pas assez, c'est la manière dont ça va transformer les pays africains, mais aussi refaçonner leurs relations avec le reste du monde. Donc, en prenant ce thème de l'explosion de la jeunesse, je veux souligner certaines des choses que j'ai tirées du livre et je parlerai de migration dans un moment. Mais cela souligne beaucoup des grandes tendances dont Priscilla parlait, dont l'inscription à l'école, l'emploi, etc. D'ici 2030, le nombre d'élèves à l'école primaire se développera pour atteindre 250 millions. Quand vous réfléchissez à la quantité d'investissement qui doit être fait, pas juste pour rester à jour avec ceci, mais pour continuer à s'étendre et innover, c'est juste énorme. Et dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'éducation primaire est un objectif, mais le manque de financement est à de 40 milliards entre maintenant et 2030. Cela revient au point que Priscilla disait concernant l'investissement important qui doit être fait. Et donc, je voulais souligner ça ici. Si on regarde les chiffres de l'emploi, chaque année, plus de 25 millions de jeunes Africains atteindront l'âge de 15 ans, qui est défini comme l'âge de travail. Et d'ici 2050, la population en âge de travail aura plus de doublé pour atteindre 1,5 milliard de personnes. Encore une fois, c'est quelque chose que Priscilla a mentionné. Donc, quand on parle de la création d'emplois durables avec des bonnes conditions de travail et des avantages sociaux, c'est assez substantiel. Planche suivante. Regardons les choses d'un peu plus près concernant l'éducation et l'emploi. Je veux
me concentrer ici sur l'investissement. Par rapport à l'investissement, parmi les pays soulignés par les pays qui sont les 12 pays plus importants, il semblerait que le Nigeria dépense le moins sur l'éducation, 7% de leur budget fédéral, en ayant la plus grande économie du continent. L'Ouganda est au milieu avec 9% de sa dépense totale pour l'éducation. Et puis le Burundi, la Tanzanie et le Burkina Faso sont les leaders du gouvernement avec 20% ou plus de leur budget à l'éducation. Donc, je regarde les questions que nous avons, qu'est-ce que nous devons avoir en place et comment est-ce que nous mettons ceci en place. Et je pense que le manque de finances est énorme et le point que Priscilla disait, soulever la dette pour se concentrer sur le fait de développer l'infrastructure pour repenser le dividende démographique. Planche suivante. Et je vais utiliser cet exemple qui est dans le livre concernant le sous-emploi et l'exemple est donné du Nigeria. Entre 2014 et 2018, près de 20 millions de jeunes Nigérians ont cherché à rejoindre la force de travail, mais seulement la moitié, une petite fraction de ce travail a été fait. Donc, à la fin de cette période, le nombre de Nigérians cherchant du travail avait quadruplé et donc c'est un chômage d'environ 23% officiellement. Mais ici, parmi les Nigériens qui ont une éducation après l'école secondaire, le taux avait triplé. Donc, ça veut dire qu'un Nigérian éduqué était encore plus susceptible d'être sans emploi que les Nigériens en général. Cela entraîne des conversations sur la migration et sur ce que cela signifie pour le pays et des conversations aussi sur la perte de cerveau. Et c'est pour ça que je voulais prendre des exemples sur ce qui se passe et réfléchir à ce que cela signifie pour certains des aspects sous-étudiés qui entrent dans le fait d'harnacher ce dividende démographique. Et c'est ici qu'intervient la nuance. Je pense que les démographes cherchent vraiment la nuance sur les changements démographiques en Afrique, sont tous d'accord que la diversité, le rythme et la diversité est tellement différente d'un pays à l'autre et même au sein de ce pays, on peut avoir 7 pays différents. Donc, ces efforts comme l'analyse NTI postée pays par pays est tellement intégrale pour vraiment faire apparaître ces nuances. Et certaines des planches que je vous ai montrées vous ont montré comment est notre compréhension de cette nuance. Mais je pense que la nuance manque dans la politique. La politique, elle se fait vraiment dans des grands traits plutôt que d'être plutôt locale en termes d'action pour entraîner des changements au niveau local. Je pense que dans beaucoup de ces conversations sur le dividende démographique, elles se concentrent sur ces tendances nationales et se concentrent moins sur la diversité démographique dont Priscilla a parlé et le milieu universitaire dit ce que nous allons faire et dans ces déclarations de politique, c'est parfois un peu caché. En tant que personnes travaillant sur la politique, nous devons nous concentrer là-dessus et travailler là-dessus pour traduire tout ce que nous savons dans la planification, la mise en place de projets en allant de l'avant. Merci. Et avec ceci, je veux maintenant regarder un aspect de cette explosion des jeunes qui est la migration. Et Priscilla, vous avez parlé un peu de migration, Alain aussi. Donc, encore en retournant vers vous et vers le public pour parler de migration qui s'inscrit dans le dividende démographique, étant donné ce dont nous avons parlé, l'éducation et les problématiques d'emploi pour harnacher les dividendes démocratiques qui sont entraînés par cette explosion des jeunes. Nous devons regarder le rôle et comprendre que nous parlons donc la migration nette est de zéro. Donc, en regardant pays par pays avec cette perspective nuancée, c'est une histoire différente. D'une perspective très large, le niveau de migrants était de 280 millions mondialement, avec 2 tiers qui sont des migrants pour le travail. Et donc, ça reste peu important
environ 3,6% de la population totale. Donc, ça veut dire que la plupart des gens vont rester dans le pays où ils sont nés. Mais quand on regarde ceci, donc international, il y a beaucoup de types de migrants, de personnes qui sont réfugiés, demandeurs d'asile, déplacés. Donc, nous voyons leur impact sur leur développement. Il y a aussi, bien entendu, beaucoup de migration interne qui est parfois est masquée sous l'urbanisation, mais donc je ne vais pas entrer dans les chiffres, mais c'est aussi un aspect très important. Planche suivante. Donc, le rapport 2023 de développement de la Banque mondiale est important pour réfléchir en termes de migration. Donc, j'ai mis deux aspects de ce rapport que vous voyez. Donc, vous voyez le type de migrants et où ils vivent. Et à droite, vous voyez leurs motifs pour voir les facteurs qui les entraînent, ainsi que les contraintes de politique et les défis qui sont impliqués pour voir un peu le gain de ces migrants. Et les motifs montrent un peu leurs besoins à l'international. L'économie du Nigeria, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud sur le continent représente la moitié du PIB du continent et plus d'un quart de sa population. Puis on regarde les chiffres des transferts de fonds. L'Égypte était parmi les 10 premiers pays qui recevaient donc ces transferts de fonds. Et donc, regardez ce rapport si vous êtes intéressé, mais en plus de l'Égypte et du Nigeria, vous voyez le Maroc, le Ghana et le Nigeria qui font aussi partie des 5 plus grands pays qui reçoivent des revenus. Donc, cela représente 56% des transferts de fonds vers la région. Il y a aussi des chiffres qui montrent le pourcentage de PIB auquel ces transferts de fonds participent. Donc, l'impact des transferts de fonds sur le PIB, sur le développement, n'est pas négligeable, bien entendu, pas pour chacun des pays, mais pour toute une série de pays. Donc, il faut y réfléchir. Encore une fois, comment est-ce que nous parlons du rôle des populations diaspora dans un impact du développement du pays et comment ceci serait lié aux dividendes démographiques. Planche suivante. Encore une fois, donc, les tendances de migration que nous avons vues sont des aspects d'aujourd'hui et des années précédentes. Et étant donné tout ce qui se passe dans le monde, c'est quelque chose qui est difficile à prévenir dans des crises humanitaires ou des crises climatiques. Nous ne connaissons pas les trajectoires migratoires à venir, simplement qu'elles vont augmenter. Donc, anticiper les flux de migration futurs dans des domaines de plus en plus divers. Nous avons des systèmes d'alarme anticipée et des prévisions qui sont les approches pour pouvoir nous permettre de comprendre les tendances de migration à venir, et ça aide les politiques à anticiper les problèmes à venir et ajuster les politiques et les programmes et allouer des ressources plutôt que de fournir une prédiction des flux qui vont venir. La plupart montrent l'incertitude et travaillent vers plus de préparation de résilience pour faire face à la préparation du vieillissement en ayant des plans et des infrastructures. Mais toutes ces approches s'appuient sur les données qu'ils utilisent. Et ceci peut inclure des experts sur la migration, des données, des recensements et des prédictions dans le domaine de la migration qui sont différents étant donné la complexité et la diversification du processus de migration, étant donné le peu de données de qualité sur la migration et étant donné que nous sommes beaucoup de démographes ici en parlant du dividende démographique, c'est important de réfléchir aux données que nous voudrions avoir pour comprendre l'importance de la migration sur le dividende démographique et comment est-ce que nous pourrions avoir, que ce soit une enquête DMS ou mixte, pour réfléchir à ce qui se passerait au niveau des jeunes et
pour ce que nous pouvons faire pour le dividende démographique dans le pays d'origine. Donc, j'encourage les chercheurs à travailler là-dessus. Il y a eu des bons démarrages d'un cadre analytique pour voir donc la migration formelle qui est basée sur le modèle de surplus de circulation et ça permet de réfléchir et pour vraiment parler donc de plus en plus sur ce dividende démographique. Donc, avec ceci, j'aimerais donc voir quelles sont les questions que vous pouvez avoir pour moi et j'aimerais écouter Priscilla sur certains des points que j'ai soulevés, certains qui sont donc dans les questions. Merci à vous, Allen et Priscilla. Merci, Apova. C'est une excellente addition, surtout sur la problématique de la migration. Nous savons que c'est un problème important et c'est quelque chose de très politique et qui crée beaucoup d'anxiété dans certains des pays. Donc, il y a un besoin de se concentrer sur la migration et comment nous opérationnalisons ceci, à la fois pour recevoir les pays qui reçoivent ces transferts et les pays qui les envoient. Merci beaucoup à Pourva et Priscilla. Vos présentations sont fantastiques et j'ai beaucoup apprécié d'entendre l'optimisme que vous avez concernant les gains économiques que nous pouvons avoir de la région d'Afrique subsaharienne. Et c'est aussi intéressant de voir ces données. Et comme vous l'avez dit, nous devons compter les personnes, mais nous devons faire en sorte que les personnes comptent. Merci de nous avoir montré l'importance de la migration quand nous pensons aux dividendes démographiques. Donc, nous arrivons maintenant à la portion du webinaire où nous allons répondre aux questions qui ont été postées à travers tout le webinaire. Merci à tous les participants qui ont posé toutes les questions. Donc, ça a été difficile de choisir parmi ces 21 questions. Donc, nous allons commencer, peut-être prononcer votre nom de manière non correcte. Wobuzen Takunsinati qui nous pose la question comment est-ce que nous impliquons l'impact de grands ratios de dépendance en termes de population quand nous pensons aux dividendes démographiques. Merci Carolina et merci Wenbosem pour votre question également. Je pense qu'au début, nous avons entendu Carolina sur ce qu'est le dividende démographique et j'ai aussi parlé du ratio de dépendance. Donc, le ratio de dépendance démographique est la part de la population qui est productive dans l'économie sur le marché de l'emploi. Au fur et à mesure où ce ratio diminue, il y a une plus grande proportion de jeunes et de personnes âgées. Donc, ça veut dire que ça a un impact sur la productivité et l'économie. Nous savons que c'est une caractérisation un peu simplifiée de la réalité parce que les jeunes et les personnes âgées contribuent aussi à l'économie, surtout dans ces pays. On a vu que les moins de 15 ans travaillent aussi dans la ferme et gagnent leur vie. Bien entendu, c'est de travail des enfants, mais il y a dans beaucoup de pays et montre l'impact de la structure démographique qui est en dehors de l'âge de travail. Dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, ils sont encore très loin d'ouvrir une fenêtre d'opportunité démographique avec une grande fertilité qui entraîne une structure afin d'ouvrir une fenêtre pour les individus et les couples doivent pouvoir faire des choix informés sur le nombre et l'espacement des enfants pour pouvoir ouvrir leur potentiel. Et c'est seulement à ce moment que le dividende démographique deviendra une réalité. Merci, Priscilla. La deuxième question que je vais choisir dans les questions-réponses s'adresse à la fois à Priscilla et à Arprova. Donc, quelles sont les nouvelles politiques
pour tirer le plus grand aspect du dividende démocratique. Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience aussi dans ce domaine? Donc, peut-être que je vais commencer. Je suis désolée, je viens de sortir d'une grippe et j'ai aussi un peu mal à la gorge. Par rapport à ceci, il y a de bonnes pratiques qui peuvent être trouvées dans notre programme UNFPA, ce que nous appelons donc le programme du dividende et d'autonomisation des femmes du Sahel, le SWED, qui est donc un programme pour les femmes du Sahel qui fournit une approche intégrée au développement du capital humain. Et ça commence avec des investissements dans le planning familial et ça prend une approche tout au long de la vie pour s'assurer que nous répondons aux besoins individuels, pas juste à un certain moment, mais en commençant avec l'enfance et qui les accompagne jusqu'à l'âge adulte. C'est important de faire des investissements parce qu'un être humain n'apparaît pas juste comme ça à l'âge adulte. Si on donne aux enfants une bonne fondation et aux adolescents également, à ce moment-là, ceci va se poursuivre au cours de leur vie et cet individu peut euh, avoir un autre résultat plus tard dans sa vie. Nous nous appuyons aussi sur la technologie avec l'apprentissage en ligne. Nous pouvons faire des formations virtuelles de l'e-commerce aussi, qui s'est montré plus important pendant la période de la COVID et aussi le financement par la foule, le crowdfunding. Mais comme nous le savons, il y a toujours un besoin de priorité pour investir, pour amener certains éléments euh, pour les régler, notamment la faille numérique. Je peux intervenir ici aussi. Je vois que Toshiko et Barbara du bureau ont souligné ceci. Donc, le modèle est très intéressant et important pour réfléchir à cette question. Je pense que dans beaucoup de moment, ce que les projets ont tendance à faire, c'est financer certains aspects spécifiques d'une problématique de santé pour avoir un ou deux résultats. Et je pense que des projets plus intégrés, comme ce que Priscilla décrivait, sont vraiment clés. Nous avons donc l'élan et donc où vous ne vous concentrez pas juste sur un résultat de santé, mais juste une approche pour toute la vie. Donc, afin de vraiment pouvoir tirer les bénéfices du dividende démographique, il faut regarder l'éducation, l'emploi. Certains regardent aussi la gouvernance, les problématiques humanitaires aussi pour voir le dividende démographique. Rien n'est donné, mais avoir ce cadre de pensée pour voir comment nous transformons notre travail pour le rendre plus horizontal plutôt que rester en vertical. Si nous restons comme ça, nous n'allons jamais tirer ce dividende démographique. Beaucoup de disent on devrait avoir un ministère des Finances et d'autres ministères qui doivent être impliqués là-dedans. Et absolument, je vous encourage tous à avoir des conversations, surtout aux conférence sur le développement des populations. Donc, quels sont les progrès que nous avons vraiment faits au cours des 30 dernières années et comment nous réfléchissons aux 30 prochaines années, plus particulièrement quand nous parlons du dividende démographique en termes d'investissement et de conception de projets horizontaux que nous pouvons mettre en place. Merci à Pourva et Priscilla. J'aime beaucoup votre emphase qui est en ligne avec la définition sur le dividende démographique. Ce n'est pas vraiment un gain automatique. Il appelle des investissements. Ce n'est pas juste un secteur qui doit vraiment être là-dedans. Notre question suivante vient de Christopher Malenda qui nous demande, en considérant que l'Afrique doit faire face à des besoins en disant il y a des défis qui contribuent aux grossesses non voulues.
comment est-ce que nous faisons avec les gouvernements dans la région pour y répondre tous ensemble, pas sur le papier, mais aussi en place en tant que chercheur. L'humain, un des défis, c'est donc le fait que personne ne répond vraiment à ce défi pour les jeunes. Ils doivent avoir accès à ceci. Malheureusement, avec ces intérêts, ils n'arrivent même pas à développer leurs activités et ils peuvent juste travailler pour survivre. Donc, Priscilla, j'aimerais que vous répondiez à ceci, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Christopher. Je pense que c'est une question importante concernant les points que j'ai soulevés. J'ai dit que c'est seulement quand les gouvernants vraiment font leur ce qui se passe que nous appelons ceci un dividende. C'est un événement important à l'UNFPA. Nous avons ce que nous avons appelé les dialogues de politique sur la diversité démographique. Donc, au cours de ces 3 dernières années, nous l'avons fait de 2020-2023. Ça a été fait en conjonction avec l'Union africaine et le GIZ et l'Institut de Berlin en Allemagne. Nous avons développé cette plateforme afin de fournir cet espace pour les gouvernements et les praticiens, la société civile et les jeunes, sans l'aspect un peu red carpet que vous euh, décrivez, pour que ce soit vraiment des dialogues orientés sur l'action, pas sans l'aspect de très haut niveau politique. Donc, ça a influencé les pratiques et des centaines d'expatriés et des représentants de gouvernement nous ont rejoints au cours des 3 années de cette série initiale. Nous allons partager un lien par rapport à ce qui a été développé. Et pour l'instant, nous sommes aussi en conversation avec l'Union africaine et avec le gouvernement allemand pour parler de ce dialogue et de voir pour s'assurer que tout ceci se traduit dans des actions concrètes au niveau des pays. En plus, cette année marque le 30e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement. En commémoration de tout ceci, nous tenons aussi différents dialogues mondiaux sur différentes problématiques clés et en prenant l'avantage de moments clés de ce qui se passe. Encore une fois, ceci nous amènera donc un groupe mixte de participants afin de s'appuyer sur ces voix, dont les voix des jeunes et dont les femmes. Et nous espérons que les conversations continuent et le fait de mettre en avant tout ceci vont continuer à élever et positionner ceci avec la fabrication de politiques. Avec des partenaires et les programmes par pays. Encore une fois, il y a beaucoup de manières dont nous pouvons nous assurer que la politique continue à être vraiment mise en avant dans nos réunions. Oui, je voulais ajouter qu'un des points qui est soulevé bien souvent, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'entrepreneurs, surtout parmi les jeunes en Afrique, mais en contrepoint de ceci, on ne peut pas non plus sortir d'une mauvaise gouvernance ou d'une gouvernance corrompue par l'entrepreneuriat. Et oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que pas juste des conversations, mais des actions comme ce que Priscilla décrivait sont très importants et stratégiques pour s'impliquer. Et l'anniversaire d'ICPD est un forum de ce style. Je pense que pour ce qui est des différents outils que nous avons pour parler du dividende démographique,
des institutions fortes font partie de ce modèle de dividende. Je pense que l'index du dividende démographique sont très agiles. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler pour intégrer le climat grâce à Carolina aux Philippines avec USAID là-bas. Et je pense que de tels facteurs nous parlent des autres grands défis que les gouvernements sont en train de travailler dessus. Et donc, nous devons aussi travailler au sein de la structure de gouvernance que nous avons par rapport à cela. Merci beaucoup à Pourva et Priscilla, comme toujours. Vos réponses étaient vraiment pleines de lumière et nous avons aimé les participations, les présentations que nous avons données et ceci. Nous devons clôturer maintenant ce webinaire. J'aimerais donc remercier le Gates Institute pour ceci, ainsi que la conférence internationale sur le planning familial pour avoir donc fait cette série de conférences. Voilà, gardez un œil sur notre prochain webinaire qui aura lieu le trimestre prochain et vous trouverez davantage d'informations sur notre site Internet et vous pourrez télécharger ceci dans une semaine. Vous aurez aussi des emails pour vous inscrire pour participer à cet événement. Nous voulons remercier nos panélistes. Merci pour ces discussions et les points que vous avez soulevés quand nous parlons du dividende démographique. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée. Merci et au revoir.